On réagit à un documentaire de la France qui utilise plein de personnalités en ostéopathie pour parler de l'avenir de cette profession, avec des pensées ostéopathiques aux deux extrémités, soit le courant pseudo-scientifique et le courant EBP, basé sur les meilleures évidences scientifiques du moment. Et j'offrirai un regard critique entre l'Europe et le Canada. Avant de commencer, c'est important de noter que l'ostéopathie en Europe et au Canada ne bénéficie d'aucun ordre professionnel, ni de formation universitaire standardisée, ou encore l'élimination des croyances ou des techniques pseudo-scientifiques qui sont les fondements même de cette pratique. Finalement, comprenez que mon regard critique découle d'une formation universitaire 5 ans pour mon doctorat en chiropratique, avec des examens standardisés à l'échelle canadienne et enfin un ordre professionnel pour assurer la sécurité du public en garantissant l'homogénéité de tous ses membres avec une pratique EBP en respectant les valeurs thérapeutiques des patients et patientes et l'expérience clinique. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Let's go, on part. Je vous propose de commencer à la base, de parler de ces deux courants qui s'opposent actuellement. Un premier courant traditionnel issu d'Andrew Taylor Still et un deuxième courant plus factuel qui s'appuie sur les preuves actuellement disponibles dans la littérature scientifique. Comment expliquer l'émergence de ce nouveau courant? Lorsque le documentaire mentionne un nouveau courant basé sur les preuves scientifiques EBP, c'est important de se rappeler que ce courant prend aussi en compte les valeurs thérapeutiques des patients et l'expérience clinique. Et ces derniers sont souvent oubliés par les thérapeutes qui seront extrêmement résistants au changement. On ne peut pas vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a deux courants qui se séparent. Il y a toujours eu, dans tous les domaines, deux courants. Ceux qui ont, on va dire, majoritairement des croyances et ceux qui ont majoritairement des connaissances. Malheureusement, je remets en question la validité de cette analyse. Il est tout à fait possible pour un thérapeute d'être maladroitement convaincu de ses croyances, qui sont souvent basées sur un enseignement parsemé de concepts pseudo-scientifiques. Donc finalement, la construction de l'ostéopathie en France, elle est vraiment, on va dire, normativement constituée par des pratiques diverses et des pratiques qui se présentent comme des alternatives à la médecine conventionnelle. C'est même une revendication des ostéopathes. Ils disent on fait la même chose que les médecins, mais avec une lecture différente de l'organisme. Il s'agit d'une tactique fréquemment utilisée par tous les courants pseudo-scientifiques dans le passé et qui continue à émerger avec des professionnels comme l'ostéopathie ou l'éthiopathie, en attirant des personnes vulnérables et en prétendant que nous détenons la clé que le système de santé moderne n'a jamais réussi à vous donner, et que ce morceau manquant de votre santé, c'est moi qui la détiens et que je peux vous donner thérapeutiquement, ce qui va leur permettre de prétendre régler tous vos problèmes de santé pour lesquels la médecine moderne n'a pas encore trouvé de solution. C'est extrêmement vicieux et non éclairé d'avoir cette vision de la santé. Donc c'est vraiment une revendication, donc c'est quelque chose qui a constitué l'ADN de l'ostéopathie en France. Alors je connaissais pas du tout ce courant, par contre, j'avoue. Je suis pas trop dans tous les réseaux, tout ça. Mais j'imagine que y a peut-être le côté un peu médical, le côté un peu vouloir prouver que ça fonctionne, ce qui rassure les gens, ce qui rassure les patients, je le comprends totalement. En ce qui concerne la pratique EBP en lien avec les traitements conservateurs, je pense que son principal avantage, c'est d'éroder progressivement toutes les croyances pseudo-scientifiques et de garder uniquement des techniques et des traitements qui visent à restaurer des problèmes neuro-musculo-squelettiques. De plus, c'est important de mentionner qu'en ce moment, il n'y existe aucune preuve scientifique qui a déterminé une meilleure thérapie manuelle qu'une autre, mais plutôt qu'on devrait combiner plus d'une technique manuelle et d'autres types d'interventions pour maximiser nos résultats cliniques. Cependant, les études sont claires, il est primordial de transférer des informations qui vont aider les patients à maintenir leur autonomie à la maison. Parce que si un patient comprend l'étendue de sa condition, qui sait quoi faire, quoi ne pas faire, et a des outils à la maison pour maintenir son autonomie sur sa douleur, vous pourriez lui mettre une banane dans son front comme thérapie et il aura quand même des excellents résultats cliniques. Dire qu'à un moment elle était pure et que maintenant on la perd, non, ça a toujours été le cas. Ça a été toujours très difficile de définir l'ostéo. D'ailleurs, il y a plusieurs définitions de l'ostéo dans les ouvrages de Still lui-même. Donc lui-même n'arrivait pas à la définir de la même façon d'un jour à l'autre. Il est toujours extrêmement difficile de définir une pratique fondée essentiellement sur des croyances et des concepts pseudo-scientifiques. Parce que rendu là, si on les retire tous et on garde uniquement les techniques manuelles, la prescription d'exercices,
On ajoute à ça un ordre professionnel et une éducation standardisée. Tout ce qui va rester, ça va être exactement similaire à un kiné en France ou un chiropratien et un physiothérapeute au Canada. Parce que malheureusement, la chiropraxie en France représente un retour préhistorique dans des concepts pseudo-scientifiques similaires à l'éthiopathie et je déconseille fortement toutes les personnes intéressées d'éviter le plus possible ces deux professions-là en France. Dès le départ, il y avait le courant très un peu ésotérique, magnétiseur, et le courant très rebouteux, machin et tout ça, et en même temps le courant un peu scientiste, en disant mais c'est basé sur l'anatomie, c'est pas juste un savoir-faire, c'est pas un don. À un moment donné, dans une époque, la médecine avait du mal à régler des problèmes parce que elle avait on va dire, une certaine forme de modèle de soins qui n'était pas adapté au traitement des maladies, et ont émergé des gens qui ont pensé un peu différemment, d'un point de vue très pragmatique, en observant la clinique, en observant les gens, et ils ont eu des résultats où les médecins n'en avaient pas forcément. Si vous êtes un habitué à ma chaîne, vous savez que c'est un discours qui revient fréquemment. Lorsque la médecine moderne n'offre pas de réponse satisfaisante, des charlatans prétendant avoir une vision évoluée de la santé vont émerger. Cependant, à chaque fois, la seule chose que les charlatans auront réellement réussi à prouver, ce sont que le mariage de facteurs contextuels et que des promesses de guérison vont donner un effet placebo extrêmement puissant. Je pense que globalement, on fait du bien aux gens. Après, je pense qu'on l'a bien vendu aussi. Je pense qu'il y a un petit côté business quand même, et que si tu regardes dans les pays d'à côté, c'est pas aussi populaire. Enfin, il n'y a que en France où il y a ce truc sur l'ostéo. Je crois que sur la population internationale d'ostéopathes, t'en as 45% en France. C'est vraiment un blockbuster dans les thérapies alternatives. Et par exemple, c'est américain. En Amérique, c'est pas aussi populaire, tu vois. En effet, au Canada, Québec, c'est une formation extrêmement coûteuse enseignée dans des écoles privées. Au Canada, ils vont être en minorité et en France en majorité, contrairement aux États-Unis où c'est littéralement une spécialisation de la médecine basée uniquement sur la thérapie manuelle en enlevant complètement les croyances pseudo-scientifiques comme le pouvoir de l'artère, les techniques crâniennes et viscérales qui, à ce jour, n'ont jamais été supportées scientifiquement. Cette émergence, je la vois comme aujourd'hui un tout petit courant maintenant. Petit ruisseau fait quelquefois les grandes rivières, mais il y a des fois il y a des barrages et ça passe pas. Voilà. Donc peut-être il y a des choses intéressantes. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des choses intéressantes, mais mettre tout là-dedans, ça me paraît. Alors on fera plus rien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de prouvé. Et c'est une rhétorique qu'on entend souvent de la part des opposants à la pratique EBP. L'EBP reconnaît l'importance des thérapies manuelles pour soulager des problématiques neuromusculo-squelettiques lorsqu'elles sont utilisées de façon secondaire à une bonne discussion clinique et qu'ils coïncident avec les valeurs thérapeutiques des patients. Cependant, ce qui préoccupe les opposants, ce sont la peur de perdre des techniques viscérales et crâniennes pour soigner des problématiques qui ne reviennent pas du neuromusculo-squelettique et sur lesquelles on n'a encore aucune évidence scientifique satisfaisante pour continuer à justifier leur utilisation dans un contexte clinique. Je ne pense pas qu'il y ait une réelle fracture ou gap entre les deux. Je pense qu'il peut y avoir une harmonie commune entre ces deux ostéopathies. Il est extrêmement difficile d'envisager une harmonie avec des thérapeutes qui voudraient une pratique EBP et des thérapeutes qui resteraient sur les fondements de l'ostéopathie. Parce que ceux qui continuent d'utiliser des croyances et des concepts pseudo-scientifiques vont continuellement attirer des personnes vulnérables pour qui le système de santé traditionnel n'a pas offert de réponse et qui vont généralement avoir pour objectif de retirer un maximum d'autonomie, les rendant dépendants du thérapeute et de la thérapie pseudo-scientifique. J'ai tendance à dire qu'en ostéopathie, c'est un peu comme dans la politique en France. C'est magnifique, c'est beau par la diversité qu'il y a. En ce qui concerne les traitements conservateurs pour le neuromusculo-squelettique, la diversité n'est absolument pas bénéfique. Au contraire, elle va entraîner une extrême confusion avec le public, et surtout quand les clients vont être exposés à une pratique ésotérique, ce qui va imprégner de façon négative l'entièreté de la profession. Et d'élever notre profession face au corps médical. L'être humain a toujours besoin de voir, mais est-ce que ça marche vraiment ? Et après, il y a est-ce que ça marche et est-ce que ça marche pour les raisons qu'on croit. Mais en tout cas, la base, c'est vraiment essayer de comprendre notre environnement, essayer d'avancer dans la connaissance. On a quand même ce besoin de comprendre aussi pourquoi et dans quelle mesure on est efficace.
comparé des fois à d'autres traitements ou tout simplement ne rien faire. Oui, en effet, et c'est crucial, parce que la majorité des conditions neuromusculo-squelettiques ont une temporalité et une sécession de symptômes qui ne dépendent absolument pas d'une thérapie. Et le fait d'être au courant de ces informations-là nous permet de nous assurer si oui ou non nous sommes réellement capables de dépasser thérapeutiquement la sécession normale des symptômes. Parce que sinon, cela nous amènerait à remettre en question notre intervention thérapeutique pour s'assurer d'offrir plus de bénéfices que de risques sur la santé. Les ostéopathes se sont battus pour la reconnaissance de la profession qui était considérée comme exercice illégal de la médecine. Certains ostéopathes ont été poursuivis en allant jusqu'au procès par une médecine qui voyait cette pratique d'un mauvais œil. Ce que vous êtes en train de voir présentement, c'est un exemple concret de techniques viscérales qui peuvent être encore utilisées chez certains ostéopathes pour tenter maladroitement de soigner des problématiques neuromusculo-squelettiques ou qui n'ont rien à voir avec le NMS, en se basant uniquement sur l'effet placebo sans être rien de plus scientifiquement qu'un massage de détente. Les ostéopathes se sont battus pour la reconnaissance de la profession qui était considérée comme exercice illégal de la médecine. Certains ostéopathes ont été poursuivis en allant jusqu'au procès par une médecine qui voyait cette pratique d'un mauvais œil. C'est vrai qu'au fil des ans, ces approches thérapeutiques manuelles se sont progressivement transformées en des pratiques autorisées par tous les thérapeutes désirant résoudre une problématique de santé. Contrairement à la prescription de substances comme des huiles essentielles, des vitamines, des minéraux, des suppléments, etc., qui encore aujourd'hui au Canada, Québec, si c'est fait dans un contexte de consultation dans un cabinet à porte fermée, laisserait sous-entendre de la pratique illégale de la médecine. Et si le sujet vous intéresse, j'ai une vidéo réaction complète sur une naturopathe au Québec qui s'est fait poursuivre par le Collège des médecins exactement pour cette raison-là. Et le lien va arriver d'ici la fin de la vidéo ou directement dans la description vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'argument pour continuer de se servir de ces modèles-là. Mais je pense que d'avoir théorisé ça, c'était pas bête, tu vois, genre juste, maintenant c'est un peu temps d'évoluer. Ce que ça m'évoque, c'est la possibilité de nettoyer un peu l'ostéopathie des choses qui sont juste des modèles et d'affiner ces modèles. À mon avis, la science ne pourra pas expliquer tout dans l'ostéopathie parce que c'est une science humaine qui amène énormément d'autres sciences à travailler en même temps. Il est important de comprendre que tous les intervenants de santé se doivent d'utiliser une approche humaine pour maximiser les résultats cliniques. Et il est extrêmement prétentieux de prétendre que c'est une approche unique à l'ostéopathie. De plus que les facteurs contextuels sont aussi une composante extrêmement importante pour maximiser les résultats cliniques, tels que le temps alloué pour discuter de votre problématique de santé, l'environnement clinique avec la localisation du cabinet, la luminosité, les couleurs utilisées, les plantes, la végétation, la clarté et la cohérence des explications, le coût de la consultation par rapport à la concurrence et si le thérapeute a utilisé le toucher pour vous soigner. Tous ces éléments contextuels vont avoir le pouvoir d'influencer positivement les symptômes des clients, peu importe la thérapie utilisée. Moi, mon but, en tout cas, en tant qu'ostéo, c'est de soigner les gens. Donc, je base ma pratique sur les résultats. Et certes, tout ce que je fais n'est pas prouvé par la science, mais est prouvé par 10 années de pratique. Le cabinet, il est rempli, les gens attendent pour venir me voir. Cependant, comme je viens de l'expliquer juste avant, ce n'est pas parce que votre approche thérapeutique obtient des résultats qu'elle fonctionne vraiment. Si le thérapeute utilise des éléments contextuels, respecte les valeurs thérapeutiques des patients et patientes, votre approche thérapeutique quand il est question de neuromusculo-squelettique n'aura pratiquement aucune importance. Vous pourriez la remplacer par n'importe quelle autre approche qui respecterait les valeurs thérapeutiques des patients et vous aurez quand même des bons résultats avec l'effet placebo. Steele disait dans son ouvrage Philosophie de l'ostéopathie, devoir d'être sincère, l'ostéopathe doit être amateur de vérité et doit vraiment pouvoir démontrer, prouver la vérité qu'il prétend connaître. Ça, c'est extrêmement ironique venant d'un fondateur qui a basé l'entièreté de sa profession sur des croyances et des concepts pseudo-scientifiques. Parce que, en effet, si on enlève tous ces concepts pseudo-scientifiques et on ajoute une formation adéquate avec un ordre professionnel, vous avez un kiné en France ou un chiropratien et un physiothérapeute au Canada. Et c'est pas parce qu'on est traditionnaliste qu'on doit s'abstenir de la démarche scientifique. Non, ça fait partie quelque part de l'ostéopathie, n'en déplaise à certains qui
sont fans de Steele et ok, je suis d'accord avec ça. Mais là où je suis pas d'accord, c'est pas parce que Steele enseignait de telle manière qu'il faut s'arrêter à ce qu'il a dit. Et ça, c'est un problème avec tous les thérapeutes qui vont être fanatiques des fondateurs, en offrant une pratique fondée exclusivement sur les idéologies du fondateur, avec une obéissance philosophique qui frôle le dévouement, qui vont lui assurer un réconfort thérapeutique aveugle sans jamais se permettre un autoregard plus critique. On voit de plus en plus d'ostéopathes s'éloigner du concept ostéopathique traditionnel. Ce que vous êtes en train de voir présentement, ce sont des exemples de techniques crâniennes qui jusqu'à ce jour n'ont encore aucune évidence scientifique pour supporter leur utilisation dans un contexte clinique. Cependant, ça pourrait toujours être utilisé par des ostéopathes si ça coïncide avec les valeurs thérapeutiques des clients et qu'il y a eu un consentement éclairé sur la thérapie. J'avais que le son de cloche du concept ostéo. J'ai adhéré complètement à ça, j'étais à fond. Hein. Au début? Ah ouais. Ah ouais, je trouvais ça trop cool et tout. Et en fait, je trouve que quand tu as pas forcément des outils pour de l'esprit critique ou de la réflexion, je trouve qu'on devrait les enseigner, tu vois, ne serait-ce que des notions genre en terminale ou des trucs comme ça, pas te demander de faire une thèse d'esprit critique, mais juste des éléments un peu de réflexion. Et c'est un problème auquel tous les étudiants désirant suivre une formation douteuse en ostéopathie, en chiropraxie en France ou en éthiopathie vont être confrontés, mais pourraient manquer un regard critique pour être capable de les identifier tout le long de leur formation. Malheureusement, pour certains, la dissonance entre leurs croyances et la réalité se fera uniquement que trop tard, et voire pour certains thérapeutes ne jamais se manifester. Il est primordial pour toutes les personnes désirant aller étudier en ostéopathie, en chiropraxie en France, en éthiopathie, en naturopathie ou en homéopathie, d'avoir préalablement une formation pour améliorer le raisonnement clinique, en portant une attention particulière à tous les facteurs externes à la thérapie sans que cela soit directement attribuable à la thérapie elle-même. Moi, j'ai fait des études. J'ai vu que les profs qui nous enseignaient, ils avaient des résultats, ils parlaient bien, c'était cohérent. Et effectivement, quand on a commencé à me parler de lésions ostéopathiques, j'y ai cru. Enfin, je veux dire. Et puis, je suis rentré dans des études où, si j'avais envie de survivre, il fallait que je fasse partie socialement et il fallait que j'existe avec les gens qui étaient autour de moi. Et donc, forcément, j'ai cru à ça. J'ai cru à ça. Et puis, j'ai essayé de trouver justement ces lésions primaires ou lésions ostéopathiques. Je pense que le principal problème réside dans le fait d'avoir une cohorte d'étudiants qui s'en vont toutes maladroitement dans la même direction, étant constamment bombardés de concepts pseudo-scientifiques et des croyances borderline religieuses sur les fondateurs et leurs enseignements. Ça va créer pour les étudiants une atmosphère sectaire similaire à un culte où la moindre écart de conduite de pensée va mener systématiquement à l'exclusion de l'étudiant. Et ça me fait justement penser à mon documentaire que j'ai fait sur les entreprises pyramidales à multiniveaux qui utilisent des techniques de culte pour garder tout le monde au sein du groupe. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Oui, il y a des fois, on se retrouve un peu face à des incohérences quand certains profs nous disent des trucs, où il y a un prof qui teste ça, et puis un autre qui teste quelque chose d'autre, et puis on trouve pas la même chose, et puis on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise quand un prof teste après nous, il nous dit non, c'est pas là où c'était. Et puis à un moment donné, on doit survivre et avoir ses examens. Donc on dit au prof ce qu'on a envie qu'il entende. Et il dit oui, c'est ça. Et puis il repasse avec les mains en disant effectivement, t'as raison, c'est bien ça que t'as senti. Donc, il y a un moment donné, on se pose des questions, et puis cette histoire de il faut trouver une lésion primaire. Est-ce que j'ai trouvé la bonne? Ça me met dans un inconfort. Puis, au bout d'une année de pratique, je pouvais plus continuer comme ça, parce que je trouvais des trucs, je les traitais, les patients allaient mieux, ils revenaient, je trouvais la même chose avec mes mains. Ou alors, je trouvais des trucs, je les traitais pas, je traitais autre part, et les patients allaient mieux. Donc en fait, il y a un moment donné, c'était vraiment trop incohérent. On parle ici de l'utilisation de la palpation pour détecter subjectivement des lésions qui n'existent pas. Ça ne veut pas dire que vos compétences en palpation ne vont pas évoluer à travers les années, mais plutôt que ce que vous allez ressentir ne sera pas nécessairement la source du problème ou encore que ça devrait être corrigé avec des thérapies manuelles. La manualité, c'est la base de l'ostéo. On travaille avec notre main. Donc c'est la tradition, c'est la base. Encore une fois, c'est extrêmement prétentieux. Ce n'est pas la
la base de l'ostéopathie, mais plutôt une appropriation de techniques manuelles de massage, de mobilisation, de manipulation qui étaient tous déjà bien présentes avant l'apparition de l'ostéopathie, mais sur lesquelles des croyances et des concepts pseudo-scientifiques ont été maladroitement superposés. On a des outils où on sait que c'est pertinent pour les patients, au moins des outils de type technique, thérapie manuelle, etc., qui sont non spécifiques, donc pas spécifiques à l'ostéopathie, mais c'est dans notre champ de compétences, on peut le faire. Petite clarification pour mes auditeurs au Canada. Les ajustements vertébrales, les manipulations de la colonne vertébrale et des extrémités sont des actes réservés par des docteurs en chiropratique ou des physiothérapeutes ayant reçu une accréditation supplémentaire. Un ostéopathe qui pratiquerait au Canada, Québec ne serait absolument pas autorisé à les utiliser avec vous. Et c'est le propre de l'ostéopathe, c'est une thérapie où la place de l'art est largement, j'allais dire largement égale, mais moi je pense qu'elle est supérieure à la place de la science. Il faut qu'il y ait de la science, mais c'est un mélange. Mais aujourd'hui, moi je me sens beaucoup plus artiste que scientifique. Et c'est tout à fait regrettable parce que beaucoup de personnes qui consultent en ostéopathie veulent avoir des thérapies qui vont réellement les aider. Si des thérapeutes veulent abandonner un consensus scientifique pour privilégier une pratique artistique, ça doit être mentionné dès la première consultation pour offrir un regard plus éclairé aux clients. Sur des enseignements fondamentaux, même s'ils ont leur qualité, on ne peut pas rester sur ces enseignements fondamentaux, aussi bien soit-il, juste par respect de la tradition, parce que voilà, c'était Steele qui l'avait dit comme ça. Oui, mais Steele, quelque part, s'il se réveillait aujourd'hui, il dirait « Oh les cocos, ce que j'ai dit depuis, vous dites toujours la même chose, vous n'avez pas évolué. Il faudrait peut-être évoluer. » D'accord ? Donc c'est juste ça, et c'est pas encore une fois un manque de respect envers les fondateurs de l'ostéopathie. Au contraire, je trouve que c'est la plus grande marque de respect qu'on a envers eux, de continuer le travail qu'ils ont fait, de pas s'arrêter à juste ce qu'ils ont fait. Eux, dans leur époque, ils ont progressé, ils ont amené des connaissances nouvelles, des applications nouvelles, ils ont progressé dans leur temps. Malheureusement, je ne suis absolument pas convaincu parce que tout ce que les fondateurs ont réussi à accomplir, c'est le fait d'identifier une démographie qui n'ont jamais eu de réponse satisfaisante du système de santé traditionnel afin de créer des certitudes pseudo-scientifiques rassurantes et prétentieuses, attirant ainsi des personnes vulnérables dans cette alternative de santé naturelle. Il n'y a absolument rien à garder sinon de se rappeler que le charlatanisme a été présent et va toujours être présent. Bon, je pense que c'est assez, mais si vous voulez la partie 2, écrivez-moi ça dans la section commentaires de cette vidéo-là. Et si vous avez une autre vidéo, un autre sujet que vous voudriez que je réagisse, mettez-moi ça aussi dans la section commentaires, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.